un sondage, le but, c'est de répondre oui ou non. Alors que nous, nos réponses, elles sont souvent oui, mais, non, mais. On est souvent nuancés surtout, les sondages, c'est souvent pour des grosses questions. C'est souvent pour des très grosses questions même. Donc, on est toujours nuancés. Et le sondage, ça nous enclave un petit peu dans... t'es obligé de répondre oui et répondre non. Donc, je trouve que ça aussi, ça fausse un peu les pourcentages. Salut à tous, vous écoutez Cas Sociaux, la sociologie dans la cité. Aujourd'hui, on reçoit Ami. Salut, alors moi c'est Ami, j'ai 19 ans, en deuxième année de droit à Paris 1. Et je viens de Sevran. Moussa, donc c'est difficile après Sevran. Hein. Je viens que de Bagnolet. Ah désolé. Et voilà, j'ai 29 ans, je suis prof par ailleurs à Sevran. et Jalal. Salut tout le monde, moi je suis Jalal du coup, je suis journaliste au Bondy Blog, je viens de Corse et 29 ans et je travaille du coup tous les jours à Bondy. Alors moi c'est Sheima, j'ai 20 ans et je suis en licence de droit à l'université de Paris et je viens de Sevran aussi. Du coup aujourd'hui, Ami, Jalal et Moussa, ils vont vous parler de l'opinion publique. Est-ce qu'il existe réellement une opinion publique ? Que pensez-vous du mandat d'Emmanuel Macron ? Souhaitez-vous vous vacciner contre la Covid ? Êtes-vous vacciné ? Ou alors, est-ce que vous allez vous faire vacciner pour la 30e fois ? Et que pensez-vous de la loi sur le séparatisme ? On a tant de 5G. On a tant de questions d'actualité auxquelles on est sommé de répondre. Premier postulat, pour beaucoup, l'opinion publique existerait. Et second postulat, elle pourrait même être mesurée. À y regarder de plus près, on verra que l'opinion publique, c'est surtout le résultat d'un certain contexte, d'une certaine construction historique. Et rien ne dit qu'elle serait mesurable dans l'absolu. Finalement, comment l'émergence du concept d'opinion publique modifie-t-il le fonctionnement de la démocratie ? Alors Moussa, est-ce que tu pourrais nous parler de ce concept d'opinion publique ? Donc ouais, il faut faire un peu d'histoire en fait. L'opinion publique au sens large, c'est ce que pense la majorité d'une population sur des sujets en particulier. Et aujourd'hui, ça nous paraît normal puisque tous les jours, on voit des sondages à la télé, dans des émissions, etc. Mais en fait, c'est pas si commun que ça dans l'histoire. Donc ça naît plutôt au siècle des Lumières, au XVIIIe, avec la bourgeoisie. C'est la nouvelle classe émergente à ce moment-là. Et elle cherche à diffuser ses idées. Donc ce que fait la bourgeoisie, c'est qu'elle se réunit dans des salons littéraires, dans des revues, etc. Et elle essaye de s'opposer à d'autres milieux sociaux comme le clergé et la noblesse. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'une élite cultivée, bourgeoise, commence à diffuser ses idées. Et au 19e, là, on a vraiment le développement de la démocratie représentative, etc., avec le Parlement, qui va finalement détenir le monopole de l'opinion publique. Les députés, ils deviennent légitimes, en gros, pour le peuple, et donc ils parlent à leur place, et c'est eux l'opinion publique. Et après ça, on a le rôle vraiment central de la presse, et donc qui va diffuser les idées vraiment d'une manière forte, notamment après la révolution de 1848. Et ça devient un mode d'expression vraiment large et diffusé qu'on connaît tous aujourd'hui. Les filles, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, l'opinion publique, etc., ça veut dire quelque chose, ou est-ce que vous, ça vous paraît tellement loin ? Enfin, c'est quoi ça vous parle ou pas, l'opinion publique ? Moi je sais pas trop parce que pour revenir au sondage, etc., la plupart du temps quand je vois tant % de Français pensent que nanana, moi j'ai jamais été questionnée. Hein. Genre, c'est un mythe. C'est un mythe. Et en plus quand je vois genre des chiffres aussi hauts pour des questions un peu... Je me dis, moi, j'aurais jamais répondu oui et je pense pas que les gens autour de moi auraient répondu oui. Donc pour moi, je sais pas trop. Je trouve ça un peu... C'est une question de fiabilité, je pense. La fiabilité des sondages, la fiabilité de l'opinion publique. Et c'est qui l'opinion publique ? Qui on interroge ? Ouais, parce qu'on n'a jamais été interrogés nous-mêmes. Alors que je pense qu'on pourrait l'être. Après, c'est une question de légitimité, mais l'opinion publique, ça reste un mythe, je trouve. Et toi, Jalal, en tant que journaliste ? En tant que journaliste, moi je pense qu'il faut s'en méfier. L'opinion publique, là, aujourd'hui, en 2021, c'est surtout les sondages. Alors, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais je ne sais pas s'il y a d'autres moyens de connaître l'opinion publique. Et surtout, on se rend compte que d'un professeur à un autre, d'un ouvrier à un autre, alors certes, il y a des points de convergence, mais sur des questions précises que tout un corps ait la même opinion, ça je pense pas. Par contre, des intérêts communs, ouais, j'y crois.
des intérêts communs, c'est-à-dire que ouais, nous on veut qu'il y ait moins de charges, on veut qu'il y ait plus de salaire, on veut qu'il y ait moins d'heures, on veut qu'il y ait plus d'heures, etc. Ça j'y crois. Mais l'opinion publique, c'est-à-dire ce qu'on pense vraiment après un fait divers ou sur sur le, je sais pas moi, sur tel ou tel thème de société. Honnêtement, je pense pas. En tout cas, ça me paraît très très ambitieux, mais c'est que mon opinion, non publique. Ok, mais du coup, on comprend bien ici que l'histoire de l'opinion publique, c'est en particulier le rôle croissant de la presse dans sa diffusion. Et du coup, Ami, est-ce que tu aurais un exemple du rôle de la presse dans la formation d'une opinion publique ? Oui, là, on peut se concentrer sur l'affaire Dreyfus. Pour récapituler un petit peu, ça se passe en septembre 1894. On a un espion qui envoie des bordereaux avec des documents militaires français aux Allemands. Et là, on désigne directement le capitaine Alfred Dreyfus comme coupable. Les raisons, elles sont simples. Il parle allemand, il est officier et juif, et on se trouve dans un contexte d'antisémitisme croissant. Quel a été finalement le rôle de la presse dans cette affaire ? Il a été assez déterminant. On a une campagne antisémite dans le journal La Libre Parole, avec beaucoup de caricatures donc antisémites. On a aussi l'évolution de l'opinion publique, et là, on a deux camps. D'un côté, les Dreyfusards, avec les intellectuels qui se positionnent, donc c'est surtout des écrivains, des politiques, etc., face aux anti-Dreyfusards. Et on a aussi le rôle d'Émile Zola et du journal L'Aurore. Il écrit donc sa lettre « J'accuse » en 1898, qui est publiée dans le journal L'Aurore. Et le grand public est informé de l'affaire Dreyfus. Les conséquences, elles sont pas négligeables. Il y a une instabilité politique, il y a la division de l'opinion publique, une augmentation de l'antisémitisme et le rôle des intellectuels qui reste aussi déterminant. Donc du coup, ici, on comprend bien le rôle de la presse au cours du 19e siècle. Et du coup, Ami, selon toi, quelle évolution et quelle tournure a connue l'opinion publique à partir du XXe siècle ? À partir du XXe siècle, l'opinion publique, elle est considérée comme le point de vue de la majorité de la population. Ça passe surtout à travers les médias traditionnels comme la télé, radio, les journaux, etc., qui jouent alors un rôle important dans la construction de cette opinion-là. On a aussi de nouveaux médias qui viennent concurrencer les médias traditionnels. Du coup, Ami, c'est intéressant que tu parles de la dichotomie en fait entre médias traditionnels et médias, on va dire, numériques avec l'émergence des réseaux sociaux. Nous, on le voit dans les médias traditionnels, en fait, on a beaucoup d'émergence d'idées, on va dire, de droite, c'est-à-dire favorables à l'émergence et à la continuité du néolibéralisme. On a de moins en moins, en fait, d'idées de gauche, en fait, qui sont diffusées dans les médias, que ce soit en termes d'économie, que ce soit en termes de société, etc. Et en fait, on se rend compte que dans les plateaux de télé, on a, en fait, pour développer une idée de gauche, en fait, ça nécessiterait tellement plus de temps par rapport à tous les invités de droite, qui soient pareils, politiques, grands patrons, etc., etc. Et en fait, ouais, on a petit à petit des médias qui installent en fait un climat qui soit encore une fois économique en faveur des intérêts, par exemple, du patronat, qui soit sociétal en faveur peut-être de tel ou tel mouvement de société, et aussi qui soit même dans le vivre ensemble, enfin dans la manière dont on traite par exemple les questions d'islam aujourd'hui, mais du coup ça crée petit à petit un climat, et on voit clairement, moi en tout cas je le vois, même que ce soit moi dans mon état personnel, à quel point ouais, les médias ils installent une question, et la manière dont ils installent cette question, et du coup de l'autre côté, les réseaux sociaux permettent un tout petit peu d'équilibrer, mais en vrai, il y a plus de monde encore pour le moment devant les réseaux sociaux que devant la télé. Donc, du coup, Moussa, toi, en grand fervent utilisateur de Twitter, tu constates la diff ? Ouais, c'est vrai. Après, effectivement, sur Twitter, c'est un peu l'agora de maintenant. Donc, vraiment, c'est la place publique où tout le monde peut faire un compte et raconter un peu ce qu'il veut. Mais même là, donc, ça a ses vertus. C'est que voilà, on peut traiter de plein de sujets. Moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup au sport, à l'actualité économique et sociale, un peu à tout. Et sur Twitter, je retrouve ça beaucoup plus vite, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi le phénomène inverse que tu disais, Jalal, c'est que en fait, les réseaux sociaux, avec les algorithmes, etc., c'est aussi un danger. Danger qu'ont connu aussi tous les autres médias traditionnels, hein. Mais du coup, que parfois, il y a des tendances et il y a des histoires, par exemple, dont on va parler beaucoup plus que d'autres. On va invisibiliser des sujets, on va mettre d'autres sujets vraiment
plus en lumière. C'est vrai que moi, Twitter, j'utilise un peu moins qu'avant parce que ça me saoule en fait parfois. Donc voilà, c'est ambigu. Donc ouais, pour revenir notamment sur les réseaux sociaux, l'opinion publique à travers les réseaux sociaux, je pense que vous avez tous entendu parler de l'affaire Pierre Ménès. Yep. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire ? Enfin, des affaires, parce qu'il y a plusieurs... Il y a eu plusieurs accusations, il y a plusieurs faits. Là, actuellement, il est poursuivi pour une affaire qui vient d'être révélée. Non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, là, pour le coup, c'est un phénomène médiatique d'un personnage qui était hyper adoré, entre guillemets, etc. Et c'est finalement, pas forcément les réseaux sociaux, mais la libération de la parole des femmes qui a été permise grâce au mouvement MeToo, mais amplifiée aussi par les réseaux, qui a permis au final cette succession de révélations jusqu'à arriver à Pierre Ménès. Donc ouais, c'est intéressant. Cette affaire-là, justement, c'était il y a quelques temps, avec la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope de Marie Portolano, où apparaissent des séquences vidéo d'anciennes émissions de télé qui ont été rediffusées sur les réseaux sociaux, notamment impliquant le journaliste sportif Pierre Ménès. Et du coup, on voit bien ici que les canaux d'expression de l'opinion publique, finalement se recomposent. Du coup, Moussa, toi, qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Un peu comme tout le monde, c'est choquant. Mais après, en faisant un retour en arrière, en fait, ces séquences-là, comme tu as dit, elles ont été rediffusées sur les réseaux sociaux. Autrement dit, elles ont été déjà diffusées à la base. Et moi, je regardais le foot probablement à l'époque, je me souviens plus trop de la scène, mais d'autres gens l'ont vu avant. Et pourquoi ça les a pas choqués à ce moment-là ? C'est là le problème. Et du coup, là, on voit une évolution de l'opinion publique, du coup, plus en faveur des victimes, et ça, c'est tant mieux. Et peut-être que les réseaux sociaux ont contribué là positivement, pour le coup, à ça. Ok, du coup, là, on voit bien que l'opinion publique, c'est devenu celle du plus grand nombre. Mais une telle définition pose de nombreux problèmes, notamment celui de sa mesure. Donc Moussa, est-ce que tu pourrais nous parler davantage des outils qui sont utilisés pour tenter de mesurer ce concept d'opinion publique ? Yes, on parlait des sondages, donc exactement c'est ça. Donc un sondage, c'est quoi ? C'est une enquête par questionnaire qui vise à recueillir l'opinion des individus sur un sujet précis. Et donc on interroge un nombre réduit de personnes, parce qu'évidemment on ne va pas interroger tous les Français. On va prendre ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Alors dans cet échantillon, en gros, c'est des parties de la population avec des caractéristiques qui représentent un peu la population en termes d'âge, en termes de sexe, de catégories socio-professionnelles, et on peut élargir. Et donc la méthode qui est utilisée, c'est la méthode des quotas, qui a été popularisé par un institut, l'Institut Gallup aux États-Unis en 1936, qui, contre toute attente, avait annoncé, grâce à cette technique, la victoire de Roosevelt. Et donc, c'est là que vraiment les sondages ont émergé et sont devenus courants dans notre vie politique. Vous croyez aux sondages ou pas ? Je dirais que peut-être... Je sais pas. Peut-être qu'avant, j'aurais pu me dire « Ah, c'est peut-être vrai », mais là, en grandissant, tu te rends bien compte que c'est pas vrai. Il n'y a pas 50% de la population française qui va faire ça. Non, ça dépend de trop de choses, en fait. Genre, nos choix, ils sont pas... Sur le coup, là, peut-être que j'ai une opinion et demain, elle peut changer. C'est pas fixe. C'est pas catégorique. Donc, j'y crois pas vraiment trop. Moi, je rejoins Ami sur ce qu'elle dit. Je pense que c'est pas catégorique, c'est pas fixe et ça évolue avec le temps, avec l'âge aussi, surtout parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes centres de. On va pas avoir les mêmes réponses selon l'âge, selon les catégories aussi, selon notre milieu de vie. Donc, je pense que ça évolue et ça change souvent. Les médias, ils nous proposent tout le temps des sondages auxquels on se sent pas du tout, mais alors pas du tout représenté. Donc, ça aussi, c'est compliqué à se positionner là-dessus. Moi, j'avoue que sur cette question des sondages, j'ai l'impression que c'est un peu une obsession des médias, mais surtout une flemme des médias. C'est-à-dire que moi, je pense que si on présente des avis, des expériences en fait de Français, des expériences de concernés, etc., ça parlera beaucoup plus et on aura beaucoup plus le pouls que si on essayait de chiffrer, parce que là en fait les sondages c'est quoi ? On essaye de chiffrer en fait. On essaie de chiffrer des opinions, on essaie de chiffrer, de catégoriser des gens, il y a tant de gens qui votent pour un tel, il y a tant de gens qui... Et du coup en fait j'ai l'impression que on peut pas associer des valeurs numériques à juste la réalité de la vie. Tu vois, donc, ou en tout cas le ressenti le ressenti de cette réalité. Donc ouais, moi je pense que les médias ont une grosse part de responsabilité et surtout un truc
pour moi, les sondages, c'est vraiment un manque d'exigence de la part des médias et ouais, ça, c'est un nivellement par le bas pour moi. Ouais, moi, je suis d'accord parce que finalement, je trouve qu'on est enclavé parce qu'un sondage, c'est le but, c'est de répondre oui ou non. Alors que nous, nos réponses, elles sont souvent oui, mais, non, mais. On est souvent nuancés surtout que les sondages, c'est souvent pour des grosses questions. C'est souvent pour des très grosses questions même. Donc, on est toujours nuancés. Et le sondage, ça nous enclave un petit peu dans... t'es obligé de répondre oui et répondre non. Donc, je trouve que ça aussi, ça fausse un peu les pourcentages. Et du coup, finalement, est-ce que... après tout ce qu'on a dit, les sondages qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment une valeur scientifique ? Alors, comme vous venez de le mentionner, en fait, pas vraiment. Et ça, c'est lié à votre ressenti, mais il y a eu des études sur ça, notamment de Pierre Bourdieu, donc encore lui, qui a écrit un article qui s'appelle « L'opinion publique n'existe pas ». Et donc, ça date un petit peu, c'était en 1981. Et donc, on va faire une expérience un peu pour vous expliquer ce qu'il en pense. Donc, pas vous tous, je vous pose la question. Est-ce que vous avez un avis sur le niveau de jeu de Kylian Mbappé ? Oui. Ouais. Bah après, moi, je suis supporter de l'OM, mais il est très, obligé de dire qu'il est très, très fort. Très, très fort. Shaima ? Bah oui, on n'a pas le choix que de dire qu'il est très, très fort, je trouve. Ami ? Bah ouais, c'est vrai. Donc, finalement, on peut dire qu'il y a un consensus de l'opinion publique sur Mbappé. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du championnat de golf de Finlande ? Je pense que... Figure-toi que je suis un très bon golfeur. Non, je rigole. Non, honnêtement, aucune idée. Aucune idée. Ouais, aucune Pareil. idée. Franchement, Je savais même pas qu'il existait ce championnat. Je sais même pas. Donc ça, c'est la première limite finalement de l'opinion publique, c'est que on postule que toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion. En fait, or que c'est pas le cas. On peut avoir une opinion déjà si on s'intéresse au sujet, si on le connaît, et c'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite, donc deuxième postulat, on suppose que toutes les opinions se valent. C'est-à-dire, peu importe qui on va interroger, que ce soit dans la rue, dans les plateaux, etc., que toutes les opinions ont le même statut. Par exemple, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez de la... Bon, ça date un petit peu, de la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la famille royale britannique. Moi, je pense que c'est une bonne... Ouais, mais après, qui je suis pour juger, mais je pense que c'est une bonne décision, parce qu'ils en avaient marre, ils en pouvaient plus, et trop de racisme, et voilà, tu quittes. Le deuxième postulat, c'est qu'on suppose que toutes les opinions se valent. Qui que vous soyez, en gros, quand on vous pose la question, vous êtes qualifié pour y répondre. Alors, je vais vous poser une autre question. Ami, par exemple, toi, tu penses quoi des traitements expérimentaux à partir de la flore intestinale ? Aucune idée. Et pourquoi, du coup ? Pourquoi parce que je suis pas médecin, je sais pas. Très bien. Et donc, si je posais cette question à un médecin spécialiste de ça, il me donnerait un avis peut-être nuancé, peut-être tranché. Ouais. Mais son avis, en fait, il aurait plus de poids parce que c'est son domaine. Et de la même façon, dans vos domaines respectifs, eh bien, vous aurez un avis un peu plus clair. Donc, ce deuxième postulat, il vole en éclat. Toutes les opinions ne se valent pas. Ensuite, une autre question pour vous parler de la troisième limite. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du prince Harry et de Meghan Markle de quitter la famille royale britannique ? Jalal, toi, t'en penses quoi ? Moi, je pense que... Après, je suis un peu loin. Ça fait longtemps que je les ai pas eu au téléphone, mais non, je pense qu'ils ont pris la meilleure décision pour eux. Ils ont pris la meilleure décision pour eux. Après, qui je suis, moi, pour leur dire faites ci ou faites ça ? Et il y avait du racisme à l'intérieur de la famille et tout. Après, voilà, le château, il avait l'air bien, hein, mais... Ouais, ils sont allés au-dessus de ça. Je pense qu'ils ont quitté parce que c'était un trop-plein, on va dire. Même après, avec l'interview qui a eu lieu, même ça a fait un scandale Oprah. pas possible. Ouais. Ça a fait un scandale pas possible. Et après, je pense qu'ils ont aussi, surtout pour le prince, il a, je pense, des obligations... dans sa fonction, il est né comme ça, donc c'est sa fonction un petit peu entre guillemets, on va dire. Donc quitter le château, c'est un petit peu quitter ses fonctions, hein. C'est dire bon, j'en veux pas, je les donne à quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est un peu complexe. Et bien là, si vous avez remarqué, sur cette question-là, vous avez un avis. Or, en fait, on ne vit pas en Angleterre, la famille royale, finalement, ça n'a pas forcément d'effet sur nous. Et pourtant, on a un avis. Alors pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, on a un avis sur cette question-là, alors même que... Moi, je dirais que c'est parce que c'est passé à la télé, que ça a été hyper médiatisé et que on s'est grave senti concerné. Genre, clairement, je dirais que c'était le prince de France. Clairement. Exactement. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle une imposition de problématique. On impose en fait une question. Et donc, le fait qu'on les ait tous vus à la télé, Oprah, etc., on peut même citer ce qu'ils ont dit, ça montre que finalement, il y a des problèmes qui vont être mis en avant. Alors finalement, est-ce que c'est un problème pour nous dans notre vie de tous les jours ? Moi, perso, ça n'a rien changé. Je ne sais pas pour vous. Non. C'est ton poste.
si t'as des origines royales. Mais... Et donc, c'est la troisième limite que Bourdieu met en évidence, c'est le fait qu'il n'y a pas un consensus sur les problèmes sociaux et que donc ce qui est imposé dans les médias, c'est pas forcément ce que les gens, ce dont ils auraient parlé. Finalement, ici, on comprend bien que les limites des sondages d'opinion dépendent en grande partie de la façon dont ils sont construits, selon ce que tu disais, Moussa. Et donc, ces limites posent des problèmes en particulier sur l'existence de la démocratie. Aujourd'hui, les chercheurs parlent de démocratie d'opinion. Donc, Ami, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela fait référence ? Je vais commencer par vous donner la définition de Bernard Manin, qui nous dit que la démocratie d'opinion désigne un processus au sein duquel les décisions et questions politiques sont prises en fonction de l'opinion publique. Il y a plusieurs caractéristiques, donc la recherche permanente du buzz, une information circulaire, par exemple l'information en continu qui tourne comme avec le Covid, dès qu'on allume la télé, l'omniprésence de la communication et des sondages et la personnalisation de la vie politique mise en avant. D'ailleurs, vous pensez quoi de ça ? Il y a pas longtemps un reportage sur les femmes politiques où on a pu voir un peu la vie privée de Marine Le Pen, etc. Et voilà. Donc vous pensez quoi de ça ? Quand on parle d'élections présidentielles et aussi d'élections municipales, on s'attache beaucoup à la personne. C'est les deux élections qui concernent le plus d'électeurs. C'est celle où on repère le moins d'abstention. Après, je pense qu'il y a comment ça s'appelle ? S'attacher à une personne, c'est peut-être moins s'attacher à des idées. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, mais il a une telle personnalité, il a une poigne » ou « Ah, il est plutôt sensible, etc. etc. » Par exemple, j'ai un cas en tête, François Hollande, on l'a tous voilà. Flamby, il a construit un peu son image un peu de président normal, de mec plutôt avenant, etc., etc. Il n'empêche que c'est quand même lui qui a fait passer des lois économiques ultra dur comme la loi travail qui a permis une flexibilisation du code du travail, qui a aussi présenté via l'intermédiaire de son gouvernement Manuel Valls la possibilité d'une déchéance de nationalité. Au moment où le pays traversait des attentats pas possibles et on avait besoin d'unité, lui il nous a un peu mis dos à dos finalement. Et du coup là il y a une vraie dichotomie entre l'image un peu sympa et tout d'un mec à lunettes et une politique qui est finalement beaucoup plus dur que même son parti en fait. D'ailleurs, nous on peut en témoigner, on l'a reçu au lycée. Oui. Après sa présidence, effectivement, c'est un gars, vous me direz les filles, hyper sympa, qui faisait des blagues. Ouais. L'échange il a été hyper fluide. Ouais. Mais au final, comme tu dis, quand on fait le bilan de ces 5 années, on se rend compte que finalement c'est une politique très dure et violente socialement en tout cas. Finalement, avec tout ce que vous avez dit, on comprend bien le concept de démocratie d'opinion, surtout que les sondages peuvent se tromper, notamment lors des élections présidentielles. On peut rappeler par exemple les élections présidentielles de 2002, où Ami, tu pourrais plus nous en parler. Oui, en 2002, donc les principaux candidats sont Jacques Chirac, Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Le problème, c'est que du point de vue des sondages, les deux premiers candidats sont donnés largement en tête. Or, Jean-Marie Le Pen recueille plus de suffrages que Lionel Jospin. Les sondages ont donc sous-estimé le vote à l'extrême droite et ils n'ont pas assez pris en compte l'hétérogénéité du vote à gauche. Tout ceci en mesurant mal l'état de l'opinion publique. Ouais, il y a eu un dernier exemple en plus, c'est là, aux élections de la primaire des Républicains, où en fait, je sais pas si vous savez à quoi ressemble Xavier Bertrand, si ça vous parle. Oui. Mais en tout cas, lui, c'était l'un des favoris, c'était le premier à s'être présenté, etc., à l'élection présidentielle, même bien avant les départementales, etc. Il était donné par tous les sondages au second tour, souvent en tête, et finalement il arrive même pas à se qualifier au deuxième tour de ses propres primaires dans son ancien parti. Donc pour le coup les sondages, no trust. Et du coup Moussa, selon toi, quels peuvent être les autres effets de la démocratie d'opinion, notamment sur les élections ? Alors ça rejoint un peu ce que vient de dire Jalal. Il y a plusieurs effets en fait. Là on change un peu la focale. En gros, à la base des sondages d'opinion, ça va mesurer l'opinion publique. Mais on comprend aussi que les sondages peuvent influencer l'élection. Et donc là, il y en a deux effets qui sont un peu identifiés en sciences politiques. Le premier, c'est l'effet underdog, c'est-à-dire le soutien à une personne qui est donnée perdante, l'outsider. À l'inverse, il y a l'effet bandwagon, prendre le wagon
en route, c'est soutien à un candidat qui est donné en tête. Et ça pose des problèmes parce qu'en fait, finalement, c'est le sondage qui forme l'opinion, alors que ça devrait être plutôt la prise de pouls. Moi, j'ai plein d'exemples en tête, mais par exemple, Donald Trump, quand la première fois qu'il se présente, dans les premiers sondages, il est donné largement perdant. Et en fait, ça a pu avoir comme effet le fait que certaines personnes se disent, voilà, c'est un peu un candidat borderline qui n'est pas dans l'establishment, il est donné en plus perdant par les grands médias comme CNN, etc., eh bien, je vais le soutenir. Et donc, finalement, ça a fait quoi? Ça a fait que renforcer sa candidature et ça l'a rendu crédible. Et à l'inverse, l'effet bandwagon, donc le soutien au candidat donné en tête, eh bien, ça, c'est bien vérifié un peu partout. En gros, imaginons que vous avez 10 candidats. Vous avez, le candidat sur lequel vous voulez voter, il est très en retard dans les sondages. Ça peut vous inciter à faire quoi, à votre avis? De se dire à quoi va servir mon vote. Très bien. À quoi va servir mon vote? Et donc donner son vote à quelqu'un d'un peu différent, mais beaucoup plus en avance dans les sondages. Et donc ça influence l'opinion, qu'on le veuille ou non. Le fameux vote utile. Le vote utile, exactement. C'est ça. Merci à vous trois. Merci d'être présents aujourd'hui. Chers auditeurs, tâchez donc de former votre propre opinion en prenant garde. Tout outil statistique a forcément des limites, y compris les sondages d'opinion. À la prochaine pour un nouvel épisode des Cas sociaux, la sociologie dans la cité. Merci. Salut tout le monde. Salut.